Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est dans l'autre pièce. Non, Quoi? on m'appelle pas Zou qui est dans une autre pièce. Oui, mais dans une autre pièce quand même, Zouk. Alors, nous sommes samedi 12 avril 2025, il est 21h56. Bon et joyeux 12 avril 2025 à tout le monde. Oui. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'une princesse, ou plutôt d'un film d'animation, un grand classique. Alors non, il ne s'agit pas de la princesse qui est sur mon t-shirt, c'est pas vraiment une princesse, ou plutôt la princesse Fallout sur chez Prime, mais ça n'a rien à voir. Donc Fallout de la série, excellente série pour si on est abonné Prime évidemment. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste une série que j'adore et une licence que j'adore, donc voilà, et j'ai un t-shirt super cool. Bref, ça n'a strictement rien à voir, mais bon, pourquoi pas. Et finalement, ce soir, on a regardé ce classique, donc La Belle au Bois dormant, classique Disney, numéroté 18 d'après la jaquette. Alors, il y a plusieurs numérotations chez Disney, notamment la numérotation DVD Blu-ray qui n'est pas forcément la même, et il y a eu plusieurs listes de numérotation en fonction de, sachant qu'il y avait la numérotation cassette vidéo, et certains films ou œuvres de Disney ne sont plus présentes. Nous, on suit la numérotation DVD. Il y avait ce petit flyer qui était à chaque fois dans tous les boîtiers DVD des DVD Disney édités par Disney, ceux qui étaient avec les fameux boîtiers de couleur violet. Depuis, c'est ESC qui a récupéré les droits de Disney et qui réédite sous des formats DVD gris, et du coup, il n'y a plus ce petit flyer qu'il y avait avant. Ce petit flyer, il est intéressant parce que du coup, il y a des cases de numérotation avec des croix, et du coup, je peux mettre des croix sur tout ce que l'on a. Par contre, ça s'arrête celui-ci au numéro 123 et Toy Story 4. Mais depuis, il y a eu d'autres Disney et Pixar de sortie. Mais bon, comme ça, j'essaie de compléter déjà, comme les Pokémon, attraper-les tous. Donc, j'essaie de compléter déjà la petite collection jusqu'au 124. Et après, ben, je chercherai sur Wikipédia les Disney et les Pixar qui sont sortis après pour les acheter. Alors, je remets ça pour pas le perdre. Hop, on va mettre ça ici. Revenons-en à La Belle au Bois dormant. Donc, c'est un classique, film princesse. Alors, moi, c'est un film que j'avais vu qu'une fois dans ma jeunesse. Du moins, j'avais souvenir d'avoir vu qu'une fois, même si je connaissais évidemment le principe du conte de base. C'est-à-dire une princesse, des bonnes fées, une sorcière maléfique qui lui jette un sort. Elle va se piquer avec une quenouille. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'endormir, et au bout de 100 ans, un prince va arriver, l'embrasser, elle va se réveiller, et tout est bien qui finit bien. Grosso modo, ça c'est évidemment l'histoire de base que l'on apprend, que l'on voit dans plein de petits contes et autres. Évidemment, tout ça est tiré d'un livre plus ancien et plus sombre. La plupart des, pas toutes les histoires Disney, mais la plupart des histoires Disney sont plutôt romancées de version gentillée pour plaire à un public plutôt enfant, parce que généralement c'est plus sombre et parfois trash et gore, mais ça c'est une autre histoire. Bref, moi j'avais souvenir d'avoir vu en VHS. Alors c'est vrai que quand on était enfant dans les années 90, souvent quand on allait à droite à gauche voir de la famille, des amis, peu importe, enfin du moins pour les parents ou la famille, souvent il y avait c'est des maisons où il y avait eu au moins un ou plusieurs enfants, et donc il y avait quelques cassettes qui traînaient, et c'est toujours le grand classique, il y a des enfants à la maison, hop on prend une VHS et on lui met un Disney. Du coup, c'est comme ça que j'étais tombé une fois sur La Belle au Bois dormant, que j'avais vu, mais c'était il y a longtemps, et je me souvenais de pas grand chose si ce n'est les ronces et le dragon. Bref, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais dans les années 90, il y avait beaucoup de rediffusions à la télé. Alors oui, mais non. Les rediffusions Disney qu'il y avait à la télé, c'était principalement un seul film d'animation qui était très très souvent rediffusé, et sur M6, c'était Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, et je l'adore toujours autant. Les autres Disney étaient moins rediffusés à la télé. Souvent, quand c'était rediffusé, c'était en période de fête ou de vacances scolaires, etc. C'est vrai que le plus, c'était quand même Alice au Pays des Merveilles. Après, j'ai pu voir à la télé à l'époque Pinocchio et quelques Disney, mais pas énormément.
Et puis après, c'est vrai qu'il y avait les Disney qui étaient catalogués comme film pour filles. Évidemment, moi en tant que garçon, je voyais pas forcément l'intérêt de les voir quand ça passait à la télé. Donc ceci explique cela. Mais comme je me suis lancé dans la collection des films d'animation et films avec des acteurs Disney, d'ailleurs c'est beaucoup plus difficile de trouver les DVD des films avec acteurs que les films d'animation Disney. Parce que les films d'animation Disney sont réédités un nombre incalculable de fois en DVD, sauf évidemment quelques perles qui sont quasiment introuvables, mais à part quelques exceptions, les films d'animation Disney sont très facilement trouvables. Mais les films avec des acteurs, ils sont édités une fois, deux fois, sauf quelques exceptions. Généralement, ils sont très difficiles à trouver, évidemment, sauf les gros blockbusters récents comme Les Pirates des Caraïbes et autres. Mais sinon, c'est vrai que certains films de Disney, comme par exemple le premier Trône ou d'autres, sont compliqués à trouver. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc finalement, celui-ci, on l'avait acheté en brocante il y a quelques années. En brocante, je me méfie parce que dès que c'est un film avec un public jeune, enfant, généralement les DVD sont complètement flingués, rayures et traces de doigts à outrance. C'est un cauchemar. Donc en brocante, je dois toujours faire très attention quand j'achète un film d'animation pour être sûr qu'il soit en état correct. Donc celui-là, je l'avais acheté parce qu'il ne présentait pas signe de traces de doigts et de rayures. Et évidemment, ça reste à revérifier une seconde fois à la maison puisque souvent en brocante, il fait pas forcément très jour et on n'a pas forcément la bonne luminosité pour vérifier l'état d'un disque. À tes souhaits, Yazu. Mais bref, ça fait partie des rares Disney que j'ai acheté en brocante d'occasion. La plupart des Disney, dès que je peux, je les achète neufs dès que c'est possible. Voilà, pour être sûr de ne pas être embêté. Donc bon, pour résumer ce film d'animation, donc ça prend évidemment l'histoire de base avec quelques petites blagounettes à droite et à gauche. Donc ça part de la naissance de Aurore, la princesse. On lui présente son futur fiancé, donc Philippe, qui a quelques années de plus que lui, mais qui est encore relativement jeune. Il y a également donc les trois bonnes fées qui viennent se présenter sur son chevet pour lui donner des bénédictions, en fait qu'elle parte bien dans la vie. Mais évidemment, il y a Maléfique, la reine Maléfique, qui a son propre château du haut d'une colline, qui est jalouse à la fois de ne pas avoir été invitée, et puis de toute façon, elle est maléfique, elle avait prévu d'être méchante dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeter un sort que Aurore va se piquer à une quenouille, ces fameux trucs de machine à coudre à l'ancienne, et du coup elle va s'endormir pour l'éternité. La dernière fée qui n'avait pas encore fait son vœu va faire en sorte que ça va être réduit plutôt sur 100 ans maximum, sauf si un prince charmant la délivre de son sommeil par un baiser. Mais évidemment on va prendre des précautions et on va à la fois le roi va faire brûler donc tous les métiers à tisser, enfin tous les machins, je sais plus comment on appelle ça, et évidemment à un moment donné quand il parle de quenouilles, j'ai la référence Antoine Daniel What the Cut, as-tu vu les quenouilles d'un cher québécois, je crois qu'il avait pris un peu de drogue, mais du coup voilà, j'ai forcément cette référence, très drôle au passage, peut-être le What the Cut qui m'a fait le plus rire. Donc le roi fait brûler toutes les quenouilles et les fées donc kidnappent Aurore sans demander l'accord des parents pour l'amener vivre comme une paysanne au milieu de la forêt afin de la préserver de Maléfique. Sauf qu'évidemment au bout d'un moment elles vont manquer de discrétion, Maléfique va être au courant de tout ça et également le jour des fameux jours des 16 ans. Maléfique va réussir grâce au fait que les bonnes fées vont manquer de discrétion, donc Maléfique va trouver l'endroit. En même temps, Aurore va rencontrer un petit peu par hasard Philippe. Ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre et puis au moment où tout devrait rentrer dans l'ordre, évidemment, Aurore va se piquer à cause de Maléfique, elle va s'endormir, donc les bonnes fées vont endormir tout le royaume, et Maléfique va kidnapper le prince. Les bonnes fées vont intervenir, elles vont aider Philippe à se libérer, elles vont lui prêter main forte avec de la magie. Philippe va aller au secours d'Aurore
pour la réveiller en détruisant les ronces qu'aura mis Maléfique. Et puis Maléfique va se changer en dragon, va y avoir un combat final, puis après tout ira bien, etc., comme un conte. Alors évidemment, donc le film d'animation date un peu, mais les animations en soi sont encore très correctes. Les musiques sont plutôt jolies et agréables. L'histoire, évidemment, ça se veut pour un public enfantin et ils ont corrigé et modifié le conte de façon à ce qu'il soit adapté. C'est plutôt une bonne chose. Après, par contre, certaines valeurs qui étaient de l'époque quand le film a été réalisé ne sont plus toujours les valeurs actuelles en 2025. Et certains points peuvent être évidemment liés à controverse. Notamment le fait que le prince embrasse Aurore alors qu'elle est endormie, c'est quand même un peu limite. Le fait que les rois donc fiancent Aurore et Philippe sans leur demander leur avis, donc voilà, on ne demande pas leur consentement. Il y a également les bonnes fées qui kidnappent Aurore sans demander l'avis des parents. Et puis il y a également le mec, là, on ne sait pas trop ce qu'il fait avec un luth, et à un moment donné il est complètement ivre et j'ai l'impression que ça montre que l'alcool c'est rigolo, et voilà, alors que l'alcoolisme c'est quand même à prendre au sérieux, donc c'est pas forcément une bonne chose à montrer à des enfants. Voilà, donc c'est vraiment ces quelques points où on pourrait un peu titiller maintenant en 2025, mais mis à part ça, globalement le film d'animation reste de qualité et plutôt enchanteur. Voilà, donc pas de défauts spécifiques si ce n'est ceux que l'on a cités il y a un instant. Donc moi ça m'a permis de revoir ce film d'animation que je n'avais pas vu depuis les années 80-90, je sais plus. Donc ça date, hein. C'était un VHS et donc c'était entre les années 80 et 90 que j'avais vu le film. Donc moi ça m'a permis de le revoir et puis j'ai passé un bon moment. Après le film est pas très long en soi. Et Izu, elle connaissait globalement l'histoire comme ça, mais elle connaissait pas vraiment cette adaptation Disney, c'est ça? Oui, oui, mais t'avais pas vu ce film d'animation, t'avais pas souvenir l'avoir vu de mémoire. Peut-être il y a très longtemps alors. Je me rappelais pas qu'il y avait autant De choses. Ouais, donc Zou, elle avait peut-être déjà vu, elle se souvient pas trop, mais elle se souvenait pas de tous ces détails en fait. Elle se souvenait des grandes lignes, voilà, elle se pique, elle s'endort, le prince arrive, et voilà, etc. C'est à peu près ça. Hein. Voilà, comme tout le monde. Et à noter également que le château de la Belle au bois dormant, enfin on pense que c'est ça, mais c'est celui qui a inspiré le fameux château que l'on voit dans le logo de Disney et aussi également dans le parc d'attractions Walt Disney. On pense, après on va voir si Wikipédia en parle dans un instant, mais on pense parce que pour moi par rapport aux autres châteaux des princesses Disney, au niveau de l'époque et tout, ça correspond pas. Pour moi ça serait plus celui-là. Allez, on va regarder vite fait les infos qu'il y a sur ce boîtier DVD. Et puis après, on va voir Wikipédia et comment c'est commercialisé toujours. Donc, c'est la version avec fourreau. Donc, vous voyez, ces boîtiers bleus typiquement des anciennes éditions de DVD Disney. Bleu, des fois c'est bleu, des fois c'est violet. Mais maintenant, les versions bleu foncé, limite violet. Et maintenant, les versions modernes, c'est gris parce que ça a été édité par EC, plus par Disney. Alors, donc là, c'est dans la collection, parce qu'il y a eu plusieurs éditions différentes en DVD. C'est dans la collection chef-d'œuvre du 50e anniversaire. Apparemment, il y a plein de cadeaux à gagner sur disneydvdmagique.fr, mais je pense que le site n'existe plus. À l'occasion de son 50e anniversaire, découvrez ce chef-d'œuvre de Walt Disney dans une version entièrement restaurée. D'un coup de baguette magique, découvrez le grand dessin animé le plus féerique de Walt Disney. La princesse Aurore, victime d'un sort que lui a jeté la sorcière maléfique, s'est endormie d'un profond sommeil dont seul le baiser d'un prince peut l'éveiller. Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora et Paquerette, unissent leurs pouvoirs magiques pour aider le vaillant prince Philippe à combattre le redoutable dragon, gardien du château où dort Aurore. C'est plutôt Maléfique qui transforme un dragon. Ouais. Réussiront-ils à sauver la princesse? C'est en gros la personne qui a écrit ça, elle avait certains souvenirs, mais elle n'a pas vraiment pas revu juste avant le film d'animation. Je sais pas. Vous serez sous le charme de ce conte intemporel de Charles Perrault, merveilleusement mis en musique par Tchaïkovski.
T'allais dire, Azou, on t'écoute? Parce que tu disais, c'était par rapport au synopsis. C'est vite, c'est pas trop fort. Bah oui, hein. Il y a des choses que c'est ça, mais d'autres choses c'est pas trop ça, hein. Parfois les gens qui font les jaquettes, au niveau du synopsis, c'est pas toujours. Ensuite, donc il y a des bonus, le prologue du film totalement inédit, de nouveaux jeux pour toute la famille, plein de jeux activités, images et sons, coulisses de la production spécifiques. Il y a aussi un chant, alors un clip inédit, Once Upon a Dream, par Emily Osment de la série Hannah Montana. Durée 1h12. Donc ça vient de Hannah Montana, la fameuse clip qui se lance après le film. Après, notez que le film DVD ne se met pas directement par le menu. On nous demande la langue au début, et puis après le film d'animation, on a quelques bandes annonces, et ensuite le film d'animation se lance direct. On n'a pas la case menu directement comme quand c'est le cas avec certains DVD. Mais c'est pas la première fois que je constate ça sur certains Disney. Après, évidemment, si on appuie sur la touche menu, on a quand même un menu qui s'affiche. Hein. Mais voilà, bon, après, c'est quelque chose qui arrive. On va regarder maintenant la fiche Wikipédia, c'est parti. Alors, La Belle au Bois dormant, Sleeping Beauty est le 20e long métrage d'animation et le 16e classique d'animation des studios Disney, sorti en 1959. Il est adapté des versions du conte La Belle au Bois dormant de Charles Perrault en 1697 et des frères Grimm d'Ornstein 1812. À noter que la Belle au Bois dormant, Aurore, elle réapparaît dans le jeu vidéo, comment il s'appelle, Kingdom Hearts. Donc moi j'ai fait la compilation sur PS4 So Far, je sais plus quoi, donc c'est une compilation qui reprend presque tous les Kingdom Hearts sauf le 3, et j'ai plutôt bien aimé. Bon, le scénario est tortueux, mais j'ai plutôt bien aimé. On y retrouve évidemment à la fois des personnages de chez Final Fantasy et également des personnages de chez Disney, notamment les princesses, mais aussi Maléfique. Voilà pour la petite anecdote. Alors ils nous disent: avec La Belle au Bois dormant, le studio Disney reprend des ingrédients de la recette lui ayant assuré le succès de Blanche-Neige et les 7 nains de 1937 et Cendrillon de 1950. Mais malgré une indéniable qualité technique, le succès n'est pas au rendez-vous. Le public de la fin des années 50 préfère les films familiaux, les westerns et les productions télévisuelles comme Disneyland et The Mickey Mouse Club. Graphiquement, le film est remarqué pour ses décors évoquant le gothique, oui, notamment les textes au début du film, et les enluminures des très riches heures du duc de Berry. Le personnage de la méchante sorcière maléfique est pour de nombreux auteurs l'élément le plus marquant du film, que ce soit sa tenue, sa personnalité ou sa métamorphose en dragon. Celui du prince charmant est également apprécié, avec un rôle plus développé que les incarnations des précédents contes de fées adaptés par le studio. Du fait de son insuccès, Walt Disney laisse de côté les contes de fées pour se consacrer à d'autres projets. Ouais, c'est vrai que pendant un temps, les princesses a été mis un peu de côté. Il faudra attendre 30 ans pour que les studios mettent de nouveau en avant les histoires mettant en scène une princesse, avec la sortie de La Petite Sirène en 1989, film d'animation que j'adore, La Petite Sirène. Un remake en prise de vue réelle a été réalisé en 2014, Maléfique, avec Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique et Elle Fanning dans celui de la Princesse Aurore. Alors je ne l'ai pas encore vu. Il y a eu 2 films Maléfiques, on les a en DVD, mais on ne les a pas encore regardés. Bon, après on a le synopsis, on va pas le relire parce que là en plus ça raconte tout. Titre original Sleeping Beauty, titre français La Belle au Bois dormant. Réalisation Clyde Gironimi, assisté de Les Clark, Eric Larson et Wolfgang Reisermann. Scénario Erdmann Penner, assisté de Joe Rinaldi, Winston Hibler, Bill Pitt, Ted Sears, Ralph Wright et Milt Banta, d'après Charles Perrault et les frères Grimm. C'était important de le dire. Alors il y a eu des chansons, donc Sammy Fain et Jacques Lawrence, Once Upon a Dream, Tom Adair et George Brun, Hail to the Princess Aurora, Winston Hibler et Ted Sears et George Brun pour I Wonder, Tom Adair, Erdmann Penner et George Brun pour Skumps, et Tom Adair et George Brun pour Sleeping Beauty Song. Budget 6 millions de dollars US apparemment. Montage musical Evelyn Kennedy. Ah, c'est marrant ça. Parce que chez Disney, il y a aussi quelqu'un qui travaille et qui s'appelle Kathleen Kennedy. C'est le même nom de famille, mais pas le même prénom.
Peut-être la même famille, on ne sait pas. Société de production, évidemment, Walt Disney Pictures. Société de distribution, Buena Vista Pictures Distribution, qui appartient à Disney aussi, je crois. Alors, format couleur, son stéréo, piste magnétique 1959. Bon, après, c'est détails techniques. Sortie aux États-Unis le 29 janvier 1959, en France le 16 décembre 1959. Casting. Alors, pour les voix originales, donc Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley, Verna Felton, Barbara Jo Allen, Barbara Luddy, Taylor Holmes, Bill Thompson, Bill Ambersbury, Candy Candido, Pinto Colvig, Dal McCannon, Marvin Miller et Turle Ravencroft. Voix française. Hein? Pour les voix françaises, il y a eu 2 doublages. Alors ça dépend peut-être de l'édition DVD que l'on a. La première édition, le premier doublage de 1959, donc d'origine, au niveau, je parle de la France, il y avait Irène Valois, Huguette Boulangeau, Guy Séverins, Jeanne Dorival, Henriette Marion, Colette Adam, Jacqueline Ferrière, Jacques Berlioz et Raymond Rognoni. Pour le deuxième doublage de 1981, Janine Fornet, Daniel Licari, Guy Chapelier, Sylvie Moreau, Paul Emmanuel, Marie-Christine Dara, Janine Fraison, René Berriard, Roger Carrel et Hubert Noël. Roger Carrel qui fait le roi Hubert. Je connais un peu la voix de Roger Carrel, c'était pas ça. Hein. Donc nous on doit avoir le premier doublage. Ouais, c'était pas la voix de Roger Carrel. Je l'aurais reconnu, je pense. Faudra voir parce qu'après il y a tellement d'éditions DVD, donc à savoir comment on fait la différence. C'était le même cas qui se trouvait aussi sur La Petite Sirène où il y avait 2 doublages différents. C'est un peu compliqué de s'y retrouver quand c'est comme ça. Après il y a eu des distinctions, donc des nominations Grammy Awards en 59, Oscar en 1960 et Young Artist Award en 1980. Après ça parle des sorties nationales, alors là il y a des pavés, donc il y a plein d'informations. On va évidemment passer. Si on va peut-être regarder pour la France, donc la première nationale en France était le 16 décembre 1959 et après la ressortie en France est ressortie au cinéma plusieurs fois. C'est ressorti le 15 avril 1971, le 25 mars 1981 et le 19 mai 1982. Ça explique peut-être pourquoi il a été redoublé. Alors sortie vidéo, alors là aussi c'est un cauchemar pour s'y retrouver. Mais précise les doublages, c'est intéressant. En 1988, c'est sorti en VHS avec recadrage 4/3 plein écran avec le deuxième doublage. Le 4 avril 1996, c'est sorti en VHS avec recadrage 4/3 et images restaurées deuxième doublage. En 1997, c'est sorti en laserdisc au format 2.35 35e mm deuxième doublage. En 1999, c'est sorti en VHS avec recadrage 4/3 et images restaurées deuxième doublage. Le 23 octobre 2001, sorti en DVD au format 2.35 et restauration numérique, deuxième doublage. 23 avril 2002, c'est sorti en VHS avec recadrage 4/3 restauration numérique, deuxième doublage. 24 avril 2002, double DVD collector au format 2.35 et restauration numérique, deuxième doublage. Là, c'est une édition collector, donc si on a le deuxième doublage, nous alors. J'ai pas reconnu Roger Carrel. Après, c'est marqué copyright 2008. Donc non, nous c'est l'édition 2008. Non, mais j'ai pas fini de lire en fait. Après, c'est marqué 26 novembre 2008, DVD et Blu-ray format cinémascope, 70 mm, deuxième doublage aussi en HD. Donc nous, ça serait ça. Par contre, c'est bizarre parce que nous, c'est marqué que c'est une édition collector, mais c'est marqué aussi que c'est 2008. Alors que sur Wikipédia, c'est marqué que le collector c'est en 2002 et en 2008, c'est l'édition juste restaurée. Ou alors c'est peut-être qu'il y a des erreurs sur Wikipédia. Hein. Ouais. Parce que généralement ils mettent des bonnes informations sur le boîtier DVD. Par contre sur Wikipédia il peut y avoir des erreurs. Origine et production pour le studio Disney, la période 40-50 est marquée par des grèves des employés par la Seconde Guerre mondiale et par leurs conséquences, notamment la production de films compilant plusieurs séquences, voire studio de Disney de 41 à 50. En 1946, le projet Cendrillon est lancé afin de reprendre la production des longs métrages d'animation. La sortie du film Cendrillon en février 1950 est un succès qui confirme le retour du studio Disney après plusieurs années de vaches maigres.
Au début des années 50, le studio revient donc à la transposition de contes pour enfants en long métrage d'animation et choisit d'adapter La Belle au bois dormant. Ce projet marque ainsi le retour de Disney aux contes de fées et aux sources européennes. Ils disent dans le film d'animation, alors on ne sait pas si ça se passe dans un pays en particulier ou un pays juste inventé, mais ils disent que ça se passe au XIVe siècle l'histoire, donc pour la petite info. Mais ça se passe dans un contexte au Moyen-Âge, on n'en sait pas plus. Après, ils disent premier scénario et première difficulté. De ce que j'ai pu lire tout à l'heure, apparemment, donc dans tous les portages, cassettes ou DVD, il n'y a jamais le premier doublage. Le premier doublage, c'est d'être qu'au cinéma. C'est fou ça. Premier scénario, première difficulté. Donc, fort du succès de Cendrillon, Walt Disney décide de faire La Belle au bois dormant son chef-d'œuvre. Pierre Lambert indique que c'est quelques mois avant la sortie de Cendrillon qu'il lance le projet. Michael Barrier citant Dodie Smith, qui vient d'autoriser l'adaptation de ce roman sous le titre Les Saints Dalmatiens, qualifie La Belle au bois dormant du plus ambitieux long métrage d'animation. Barrier ajoute que l'œuvre devait démontrer la supériorité du style Disney face aux autres studios comme UPA. Jamais entendu parler. En janvier 1950, le studio dépose le titre du film et c'est alors que démarrent les travaux préliminaires pour une adaptation du conte, d'abord à une petite échelle. La première esquisse du scénario est datée du 15 mai 1951. Une première version du scénario écrite par Joe Rinaldi et Ed Penner est soumise à Walt Disney en juin 1952, mais il la refuse en raison de trop nombreuses similitudes avec Blanche-Neige et Cendrillon. Voilà, après, il y a un long paragraphe, mais trop long, mais évidemment, Blanche-Neige et Cendrillon réutilisés, donc ça, c'est évidemment connu. Si on suit un petit peu les nombreuses vidéos qui parlent du cas Disney sur YouTube, évidemment, il y a des séquences diverses et autres qui sont reprises dans certains films d'animation Disney et réutilisés légèrement modifiés dans d'autres films d'animation Disney. Donc là, apparemment, ils font référence à Blanche-Neige et Cendrillon et à Cendrillon où ils reprennent des éléments. Après, le paragraphe est très long, donc on va passer. C'est connu Ouais. Après, il y a également des théories plus ou moins valables sur Internet, disant que certains personnages des univers Disney, comme un multivers, seraient plus ou moins parents. Et donc, Aurore serait la cousine de qui déjà? De Réponse, ouais. Après, je suis pas un expert, mais voilà, il y a des princesses qui sont cousins-cousines, notamment Tarzan qui est le cousin de je sais plus qui. Non, Tarzan, ça serait le frère de la Reine des Neiges, non? de la Reine des Neiges. Ouais, le Tarzan qui serait le frère de la Reine des Neiges, et puis il y aurait aussi plein de cas, bon certains sont tarabiscotés, mais il y aurait la fameuse théorie sur la fameuse théorie de la mère de Harry et la petite sirène, qui serait en fait piégée dans le monde univers de Peter Pan. Mais ça reste plus ou moins, donc après on sait pas trop. Absence de Walt Disney, donc là il y a des paragraphes un peu longs, donc je vais peut-être pas tout lire. Aspect artistique, choix technique, musique, chanson du film, donc il y a toute une liste, des personnages, la princesse Aurore, le prince Philippe et les rois, Flora, Paquerette et Pimprenelle, les trois fées marraines, Maléfique et sa suite, donc Maléfique et ses sbires, sortie et accueil. La pré-production des films ont duré 6 années avec surtout beaucoup d'efforts sur l'utilisation de la caméra multiplane et du format Technirama. Après 3 années de production intensive, le budget du film dépasse les 6 millions de dollars US, ce qui en fait le film d'animation le plus cher de l'époque. Salomon compte 4 années et demie de production. Pourquoi Salomon? Juste avant de partir pour un long séjour en Europe, Walt Disney visionne le film achevé le 22 août 1958. C'est l'un des rares longs métrages Disney à être réalisé au format 2,55 2.1 Super Technirama 70 comme La Belle et le Clochard en 1955. Afin de promouvoir le film, le studio a produit un court métrage intitulé The Peter Tchaikovsky Story, consacré à la vie de Piotr Ilyich Tchaïkovski est diffusé dans l'émission Walt Disney Presents sur ABC. Du 30 janvier 1959, dans la même émission, était aussi diffusée une visite du studio durant la production de plusieurs films, dont La Belle au bois dormant. Après, ça parle des produits dérivés et revenus, donc évidemment, il y en a un paquet. De nombreuses critiques dès la sortie. Donc là, c'est pareil, c'est très long, mais apparemment, il y a pas mal de soucis sur les choix techniques. L'argent dépensé. Bon, j'essaie de résumer rapidement en quelques mots parce que le paragraphe est vraiment trop long, je suis vraiment désolé. Ça parle de technique.
Ah, alors là, le film La Belle au bois dormant est ressorti en 71 et loin des polémiques de 1959. C'est devenu un classique de Disney. Dans la presse, la nouvelle sortie du film a été jugée plus divertissante que toutes les productions de l'époque, cinématographiques et télévisuelles. Toutefois, le film reste mal perçu. En 1978, Thomas A. Nelson écrit dans Film Littérature Quarterly Maléfique et son bestiaire fournissent une présence extrêmement sombre et menaçante. Il ajoute que sa force maléfique réside essentiellement dans ses sbires, sinon elle ressemble beaucoup à la reine sorcière de Blanche-Neige et Cendrillon. Elle a quand même des super pouvoirs. Au début des années 90, avec la sortie du film en vidéo, support inexistant lors de la production et à l'instar de Peggy Lee pour La Belle et le Clochard de 55, Mary Costa, interprète d'Aurore, a poursuivi avec succès le studio pour obtenir des dédommagements sur les revenus de la vente et des cassettes. Apparemment il y a beaucoup de problèmes. Après ils disent critique cinématographique, donc là c'est pareil, il y a de longs pavés, donc il y a pas mal de choses à dire apparemment. Ça parle de œuvres surfaites, différents points de vue. Après, trop de détails, des personnages bancals, donc il y a des longs pavés, de longs paragraphes, c'est incroyable. Mais voilà, ça fait vraiment trop d'informations à lire, j'en suis vraiment désolé. Images populaires, donc il y a une analyse vraiment très complète sur Wikipédia. Est-ce qu'elle est correcte l'analyse, je sais pas, mais elle est complète en tout cas en termes de contenu. Une scène finale mémorable, c'est à ce titre d'un paragraphe. Après, il y en a un qui reproche apparemment que la scène est trop féminisée. Car sans l'aide des trois fées, le prince ne serait jamais échappé du donjon maléfique. Apparemment, il y a des détails qui gênent les gens, mais moi j'ai vu des détails qui m'ont fait un peu tilter pour maintenant, pour l'époque actuelle, mais apparemment, ça n'a pas l'air de gêner les gens. Donc, je sais pas. Après, correspondance avec le ballet de Tchaïkovski. Prologue, acte 1, acte 2, acte 3. Adaptation et produits dérivés. Aurore fait partie des princesses Disney, donc une classification controversée puisqu'elle ne regroupe que 8 personnages des dessins animés Disney. Il me semble qu'elles sont 8 ou sont pas plus. À un moment donné, on a la liste des princesses Disney qui figure lorsque c'était dans le film Les Mondes de Ralph 2.0, je crois, et l'héroïne du film Les Mondes de Ralph fait finalement partie des princesses, je crois. Après littérature et cinéma, poursuivant le principe entamé avec Blanche-Neige, le studio a publié l'histoire du film sous la forme de bande dessinée. Le site Indux recense 2 histoires de La Belle au bois dormant publiées toutes deux au moment de la sortie du film. La première publication se présente sous la forme d'un comic publié en avril 1959 avec des dessins de Al Hubert. Présenté sur 3 bandes par page. La seconde publication est un autre comic publié en 1959 avec les dessins de Julius Svedsen présentés sur 4 bandes par image. Maléfique apparaît dans Mickey, le club des méchants en 2002, équipée de sa canne magique et assistée de son corbeau. Elle a servi de modèle pour Jafar, muni de sa baguette serpent et secondée par son perroquet dans Aladdin de 92. Elle a aussi servi de modèle pour la reine Narissa dans le film Il était une fois en 2007. Le roman de Dan Brown, Da Vinci Code, fait référence au film comme allégorie de la recherche du Saint Graal. À la télévision, les personnages d'Aurore et de Maléfique apparaissent dans la série Once Upon a Time, série que j'ai brièvement vue sur quelques épisodes sur M6, mais j'ai pas eu le temps de me plancher dessus, donc il faudrait vraiment que je me regarde l'intégrale, parce que ça a l'air très sympa. Après, dans les parcs Disney, La Belle au bois dormant a été réalisée, tandis que Walt Disney construisait Disneyland à Anaheim, Californie. Pour aider à promouvoir le film, les concepteurs ont présenté le château qui trônait au centre du parc comme étant celui d'Aurore. Tu vois, Azou ? De 71 à 97, un restaurant nommé King Stephen Banquet Hall, du nom du père d'Aurore, était installé au premier étage du château de Cendrillon au Magic Kingdom en Floride. Afin de corriger cette erreur, elle était rebaptisée Cinderella Royal Table le 28 avril 1997. Depuis son ouverture en 1992, le parc Disneyland français possède sa propre version du château de la Belle au bois dormant. Il est plus proche des œuvres d'Evin Earle, avec ses vitraux, ses piliers en forme d'arbre, ses arbres carrés et ses rochers anguleux. Au premier étage du château, les visiteurs peuvent admirer une galerie qui retrace l'histoire du film grâce à des vitraux, des tapisseries et des sculptures.
Sous le château, il est également possible de visiter la grotte du dragon représentée par un animatronique. Ça, je m'en souviens, ça m'avait fait peur quand j'étais gosse. J'y avais été avec mon père et une de ses copines de l'époque au Walt Disney. Et je me souviens bien de la grotte du dragon, mais je n'avais pas forcément la référence. Dans le suite du Hong Kong Disneyland qui a ouvert ses portes en 2005, le château ressemble plus à celui de Disneyland Anaheim qu'à celui du parc Disneyland. Dans mes souvenirs, à l'époque, dans les années 90, le parc à Paris s'appelait Euro Disneyland. Après, ils l'ont renommé en Disneyland Paris. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était pas Euro Disneyland, c'était Euro Disney. Oui, c'était juste Euro Disney, il n'y avait pas le Land. Après, ça a changé, c'est devenu Disneyland Paris. Et il y a eu le même cas aussi pour Aqua City à Bordeaux, qui a été renommé, qui s'appelle après Aqualand. Alors après, je ne sais pas si ça a encore changé. Je pense parce que à la base, Mais c'est une maladie, il est pas. Disney, c'est parce qu'il y en avait qu'un en Europe. Oui, oui. Et après, ils ont dû en ouvrir d'autres en Europe. Mais les parcs d'attraction, ils aiment changer de nom, je sais pas pourquoi. La princesse Aurore ainsi que le prince Philippe et Maléfique font de régulières apparitions dans tous les parcs et les parades. En jeu vidéo, l'héroïne du film est une des 7 princesses de cœur dans le premier opus du jeu vidéo Kingdom Hearts. Et Maléfique, accompagnée de son corbeau, est une méchante sorcière dans le même jeu et ses deux suites. Ouais, mais il parle de Kingdom Hearts 1, 2 et 3, mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus que ça. Flora, Pâquerette et Pimprenelle, elles apparaissent dans Kingdom Hearts 2, où elles donnent de nouveaux habits à Sora. Le monde de la princesse Aurore, la Belle au bois dormant, apparaît dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, je l'avais bien aimé mes yeux. Dans l'histoire de Terra vole malencontreusement le cœur de la princesse Aurore. La Belle au bois dormant pendant son sommeil. Dans l'histoire de Ven, celui-ci récupère le cœur volé. Et dans l'histoire d'Aqua, Aqua s'allie avec le prince Philippe pour sauver la princesse Aurore, la Belle au bois dormant. Moi, mon personnage préféré sur les trois, c'était Aqua quand même. En bande dessinée, outre les adaptations en bande dessinée dès 1959 par Al Hubert, la Belle au bois dormant apparaît souvent depuis le milieu des années 2000 dans les magazines pour petites filles de la série Princess. Les histoires sont produites en Italie où la série s'appelle Principesses. Je sais pas comment on prononce. Désolé. Voilà. On va faire une petite pause sur Wikipédia et on va partir sur le DVD. Donc nous, DVD acheté en brocante, probablement payé 1 euro, c'était le prix standard que je mettais en brocante, et ça fait un moment que j'ai pas fait de brocante. Maintenant, si on va sur Amazon, dans la collection classique, c'est pas tout à fait la même jaquette que nous. À un moment donné, ils avaient fait une collection méchantes sorcières ou je sais plus quoi, où il y avait les méchantes sorcières qui étaient mis en avant sur les jaquettes Disney. Mais c'est plus le cas. Donc ça, c'était temporaire pour un événement qui a duré un an, je crois, un truc comme ça. Mais là, actuellement, c'est vendu dans la collection classique avec une jaquette légèrement différente où on voit le prince et la princesse pour le baiser et d'un côté, en arrière-plan, on voit le château de Maléfique et le dragon. Alors, la Belle au bois dormant expédiée vendue par Amazon, on est sur du 9,49 €. Un prix assez décent, on va dire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, depuis 1 an, 2 ans, je sais plus, les Disney ont beaucoup baissé au niveau du prix. Est-ce qu'ils comptent arrêter complètement les formats physiques? Difficile à dire. Sachant que ça a été repris le contrat par ESC, qui est un éditeur semi-indépendant et qui a une limite dans sa production. Et généralement, quand c'est plus produit, ben, c'est fini. Soit ils rééditent 1 milliard de fois, comme ils font avec Robin des Bois, Prince des voleurs, ou alors il édite une fois et puis c'est tout, basta. Donc on verra bien ce que sera l'avenir des productions Disney chez l'éditeur ESC. Toujours est-il que pour l'instant c'est toujours en stock chez Amazon pour 9,49 €, un prix assez décent. Après je connais pas la cote réellement, mais pour les Disney, je préfère acheter en neuf et être sûr de la qualité, de ne pas avoir de rayures, traces de doigts, plutôt que d'acheter d'occasion, parce que déjà d'occasion, c'est d'occasion comme le nom l'indique, mais aussi bizarrement chez les revendeurs, dès qu'il y a écrit Disney, ils vendent plus cher qu'un autre DVD. Ce qui fait que les DVD Disney qu'on va dans un cache ou en brocante ou peu importe, ou même sur internet, les gens ils sont complètement fous dès que c'est Disney, ils croient qu'ils ont de l'or et du coup ça coûte vachement cher. Vous trouvez un DVD d'occasion Disney dans un cache, il va être à 4-5 €, quoi, c'est n'importe quoi. Voire plus. Donc voilà, pour terminer, pour conclure, ça reste un classique, plutôt agréable à regarder, mais évidemment, certains détails du film sont datés et ne sont plus en accord avec les mœurs actuelles. Après, voilà, il faut évidemment prendre, quand on regarde le film, avec du recul, sachant qu'il n'a pas été réalisé aujourd'hui, mais il y a un petit moment. Donc voilà,
Après, à partir de là, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est une question de choix. Moi, j'aime bien. C'est pas mon Disney préféré, mais j'aime bien. C'est cool. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Zou? Sur ce, donc, on vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir. À très bientôt. Et au revoir. Au revoir.